Bonjour et bienvenue à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Émire Azag, la présidente du syndicat des architectes de Paris. Bienvenue à notre, alors je ne sais plus combienième webinaire aujourd'hui qui est dédié au mix énergétique. Nous avons le plaisir d'avoir Stéphane Bonafy dans nos locaux, ici même. C'est plutôt chouette, qui va vous parler donc, du mix énergétique, impact pour les bâtiments neufs et en rénovation. On vous propose d'attendre encore 2 petites minutes pour accueillir les retardataires et on démarre. Très bien. Et n'hésitez pas surtout à poser vos questions dans le chat pour qu'on puisse y répondre. Donc, le format, comme d'habitude, 45 minutes. Donc, 25-30 minutes de présentation voilà, de Stéphane. Et ensuite, 15 minutes dédiées à la réponse à toutes vos questions. Bien, moi j'ai hâte de savoir ce que vous allez nous partager. Le mix énergétique, c'est un vrai sujet d'actualité. Faut le dire. Bien, 18h05, je vais laisser la parole à Stéphane. Ah oui, alors attendez, il faut que je mette en plein écran, que tout le monde voit mieux. Et tac, et moi je pensais qu'on l'était déjà. Peut-être pendant que vous cherchez, je vais me présenter. Tout à fait, allez-y Stéphane. Donc moi, je suis Stéphane Bonafy, je suis le responsable du pôle résidentiel chez GRDF en Île-de-France. Donc en clair, mon équipe est plus particulièrement dédiée à tout ce qui est l'accompagnement technique et l'accompagnement aussi financier en termes d'aide publique et d'aide que GRDF peut véhiculer à destination euh, d'une clientèle faite de bailleurs sociaux, de promoteurs et également tout l'univers de la copropriété. Voilà. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de regarder ensemble avec vous, effectivement, les mix énergétiques. Alors, il y a une vraie raison à ça, c'est les évolutions réglementaires. Je pense qu'on peut passer directement au slide suivant, où vous me dites si, voilà, si vous voulez, j'y aille. Euh, le début, en fait, si vous voulez, de la réflexion et la jeunesse de ce webinaire, en fait, c'est l'évolution de la norme où on est passé d'un environnement normatif. Alors, je parle peut-être plus sur un volet limité, peut-être pour les architectes qui, eux, ont une vue d'ensemble, hein, sur les normes dites RT12 aux normes RE 2020 et les différents seuils qui les accompagnent. C'est des normes qui changent radicalement, en fait, et qui restreignent radicalement les solutions techniques pour tout ce qui va être la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire pour les bâtiments. Et donc, de ce fait, ça nous a paru intéressant de les partager, d'autant plus que ça peut avoir un impact, pour le coup, directement sur la conception des bâtiments. Voilà. Ok. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est de revenir avec vous, sur cet aspect normatif et ce qu'il comprend, deux, les solutions techniques qu'il peut y avoir dans le neuf, et trois, plutôt un retour projet sur de la rénovation. Comme ça, on a balayé un petit peu les trois volets, si ça vous convient comme ça. Voilà. C'est parfait. Alors, la norme RE 2020, c'est une norme, ou ce sont plutôt des normes, puisqu'il y a des seuils qui changent en fonction des années, qui incorporent en fait différents indicateurs. Vous les voyez à l'écran. Et ces indicateurs, on fera un focus plus particulièrement sur deux d'entre eux. C'est l'IC énergie, l'indice construction à l'énergie, et l'IC construction en tant que tel, c'est-à-dire sur l'impact carbone des installations en tant que telles. Voilà. Et au travers de ces choses-là, on regardera ce qui pour nous est aujourd'hui une des solutions techniques phares, que sont ce qu'on appelle les packs hybrides. Voilà. Et vous montrer dans quelle mesure ce sont des solutions qui aujourd'hui sont pertinentes d'un point de vue technique, d'un point de vue financier, mais par contre qui demandent, enfin en tout cas c'est notre modeste avis, à être intégrées dès qu'on est dans de la conception bâtiment. Voilà.
Alors, tout d'abord, vous présentez qu'est-ce que c'est qu'une PAC hybride, en fait. Oui, parce que moi, je suis bien curieuse. C'est quoi Voilà, une qu'il PAC y a hybride? derrière ce nom-là, en fait. Voilà. Alors, PAC hybride, pourquoi hybride? Parce que c'est une combinaison, en fait, de différents équipements. Une PAC hybride, c'est une pompe à chaleur, c'est une chaudière gaz à condensation, ou dite très haute température, ou très haute performance, et c'est un système de régulation intelligente qui va de l'une à l'autre. Voilà. Donc, c'est un système, vous allez voir, qui combine pas mal de choses. Et c'est un système qui, on y reviendra si vous le souhaitez, est tout à fait compatible avec ce qu'on appelle, nous, le gaz vert. Voilà. Donc, clairement, vous avez trois équipements qui se combinent. Et on va voir qu'en fait, il y a un intérêt en fait, de la combinaison de ces équipements. Voilà. Ou dit autrement, si je le présente un peu négativement, il y aurait beaucoup de non-intérêt à ce qu'il n'y ait pas la combinaison de ces équipements. Voilà. Alors, on va balayer ensemble un petit peu ça, et vous allez voir qu'on va revenir au fur et à mesure de ces illustrations que je vous ai prises là aujourd'hui, sur des points financiers, sur des points techniques, sur des points de performance, sur des points de nuisance sonore, sur des points d'emprise au sol. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui vont être repris au travers de ces packs hybrides. Alors là, vous avez un graphique qui peut vous apparaître un peu barbare comme ça de prime abord, mais qui va vous résumer, enfin, je vais essayer de vous le résumer, le pourquoi du comment. En fait, aujourd'hui, quand vous mettez des pompes à chaleur, les pompes à chaleur, ce sont des équipements qui ont des excellents rendements quand vous êtes en été ou dans les régimes de demi-saison. Mais par contre, quand vous basculez sur des hivers ou des climats plus rigoureux, et en particulier dans la zone Île-de-France dans laquelle nous sommes, là, d'un seul coup, le rendement de ces installations chute. Et voire même quand on est en hiver, vous avez des unités extérieures, là, comme le magnifique ventilateur que vous voyez à l'écran, là, qui demandent eux-mêmes de l'énergie pour ne pas geler. Voilà, pour vous illustrer un petit peu tout ça. Et donc, c'est toute la genèse et l'origine de ces systèmes de pack hybrides, c'est que quand le rendement d'un équipement se dégrade, eh bien, en fait, on bascule sur l'autre. D'accord. Voilà. D'où la combinaison de la pompe à chaleur et de la chaudière. Donc, il y a une efficacité dans le rendement et la régulation va basculer automatiquement l'un de l'autre. Et on va voir que cette efficacité sur le rendement, elle va se retrouver sur les installations que vous devez mettre. Et donc, qui dit meilleur rendement dit que vous dimensionnez au plus juste vos installations. Donc, en clair, elles prennent moins de place, elles coûtent moins cher, on les voit moins, elles font moins de bruit, etc., etc., etc. Voilà. Donc, c'est ça qui est le point de départ, si vous voulez, de cette technologie. Donc, en gros, c'est de prendre le meilleur des deux solutions. Exactement. Et de conserver tout au long de l'année, en fait, un rendement qui va être optimal. Okay. Voilà. Ça répond à l'origine à une demande qui est la demande de la norme R 2020, qui demande à ce qu'on décarbone la consommation d'un bâtiment. Alors, dans ce principe-là, quand vous décarbonez la consommation du bâtiment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la consommation de chauffage et d'eau chaude sanitaire que vous allez mettre sur les pompes à chaleur, donc sur de l'électricité, elle va être considérée comme décarbonée. Donc, c'est d'autant une amélioration de l'étiquette énergétique qui va derrière déclencher des classifications des bâtiments, des régimes de défiscalisation quand ils existaient, etc., etc. Alors, des domaines que vous connaissez mieux que moi. Voilà. Et par contre, effectivement, en hiver, on va pouvoir basculer là sur la chaudière. Alors, quand vous regardez ce type de système-là, pour vous donner deux grandes ordres de grandeur, hein, on y reviendra, hein, vous pouvez imaginer que vous avez une espèce de talon de consommation toute l'année lié à l'eau chaude sanitaire, puisque vous l'avez toute l'année, Oui. n'est-ce pas? Pour le minimum de chauffage que vous allez prendre. Avec ce système-là, vous allez pouvoir affecter, si je puis dire, une partie de la consommation de votre bâtiment, quelque chose comme 60 à 70%, donc c'est énorme, parce que ce n'est pas beaucoup, mais c'est tous les jours de l'année, avec des installations qui vont pouvoir avoir des puissances, mais nettement inférieures que si vous étiez uniquement sur ce type d'équipement. Voilà. De genre, quand je dis inférieur, c'est genre 60 à 70% de moins sur la puissance, tout en couvrant 70% du besoin. Voilà. Et la chaudière va venir, elle, en complément quand il y aura besoin, parce que la pompe à chaleur sera moins performante. Donc, c'est un environnement, enfin, c'est une solution technique qui a été pensée complètement à la base. Et c'est pour ça que j'ai commencé cet exposé par le neuf, parce qu'en fait, elle vient directement impacter par les environnements normatifs et les impositions qui les accompagnent. D'accord. Donc, vous trouverez dans ce webinaire-là, je ne vais pas les détailler, il y a quelques éléments de dimensionnement, si ça peut parler à certains, ou peut-être que quand vous travaillez avec un bureau d'études, il va vous définir le besoin de puissance, de température qu'il y a dans votre bâtiment. Vous pouvez schématiquement prendre en compte que avec ce système-là,
tout son intérêt, c'est qu'il soit bien calibré dès le début. Dès le début. Donc, ça veut dire qu'il faut passer par des bureaux d'études techniques. Nous-mêmes, GRDF, on peut accompagner pour faire des pré-études s'il y a besoin, pour dégrossir un peu le sujet. Mais schématiquement, retenez qu'on peut prendre en sorte qu'on va prendre, je sais pas moi, la moitié de la puissance disponible pour se dire ça fait un dimensionnement moyen d'une pompe à chaleur. À peu près. Et vous allez voir derrière les différents impacts que ça peut avoir. Donc là, il y a à l'écran un petit peu l'environnement tel qu'il a évolué depuis 2022 à nos jours. C'est ce que je vous disais. On est passé du monde des normes précédentes qui étaient les RT12 au monde des RE2020. En clair, et c'est quelqu'un de GRDF qui vous dit, des chaufferies complètement gaz, aujourd'hui, ce n'est plus possible dans l'environnement normatif. Voilà. Ce qui est possible, ce sont des chaufferies hybrides, ce sont des solutions toutes électriques, mais elles ont des inconvénients et des avantages, et ce sont éventuellement des solutions de réseau de chaleur qui ont aussi des avantages et des inconvénients. Voilà, si vous avez des questions là-dessus à la fin, je pourrais y revenir. Alors, vous verrez aussi que sur les packs hybrides, c'est ce qui vous est présenté à l'écran, nonobstant le fait de respecter les standards les plus élevés des environnements normatifs, c'est aussi des choses qui coûtent moins cher que des solutions toutes électriques, que ce soit sur les travaux ou que ce soit sur les coûts énergétiques et maintenance dans la durée. Voilà. Ça part d'un principe qui est très simple, c'est les pompes à chaleur, ce sont des systèmes qui sont très complexes par rapport à des chaudières qui sont des équipements assez rudimentaires. Je vous cache pas que moi, ça me fait un peu peur, les pompes à chaleur. D'intégrer les pompes à chaleur dans mes programmes aujourd'hui, ça m'inquiète un peu, mais certainement que je serai rassurée après On va essayer. webinaire. On va essayer. On va essayer. Donc là, je vais vous prendre deux illustrations. On va commencer par le neuf, si vous voulez bien. Donc, c'est un projet d'un bâtiment neuf, un bâtiment qui a des caractéristiques qui sont celles qui vous sont présentées à l'écran, on pourrait dire assez standard, si vous me passez l'expression. Et on se pose la question, donc là c'est un bâtiment à plaisir, on se pose la question de se dire, voilà, on a deux solutions qui s'offrent à nous. Admettons qu'on soit sur une zone où on n'a pas de réseau de chaleur, donc cette troisième solution technique a été écartée, et donc les solutions un peu mainstream qui vous restent, voilà, c'est le tout électrique, ce que vous avez présenté qui s'appelle le 100% thermodynamique à l'écran, ou la solution hybride. Voilà. Et donc on va comparer un petit peu ce que ça donne. Alors déjà, il y a un raisonnement sur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'emprise au sol. Donc l'emprise au sol, c'est relativement, j'allais dire, basique. Plus vous avez un équipement qui demande une puissance importante, plus il va prendre de place. Voilà. Une pompe à chaleur, c'est un équipement qui doit échanger avec l'air extérieur pour vous produire de l'énergie. Donc, schématiquement, assez classiquement, son emplacement naturel, c'est un emplacement sur un toit terrasse, c'est un emplacement sur un extérieur. Donc, ça veut dire que dès que vous raisonnez sur solution 100% électrique ou solution hybride, eh ben, vous vous retrouvez dans un débat de quelle place ça prend. Voilà. Donc là, typiquement, ce qui était comparé sur ce bâtiment entre les deux solutions, ben, vous voyez, il y en a une qui prenait à peu près 2 fois plus de place que l'autre. Donc c'est assez basique. Alors après, c'est des choix. Hein. Voilà. Donc il faut après que ça puisse supporter. Voilà. Ensuite, il y avait un comparatif. Là, c'est poids du coup aussi. Si on est sur une toiture, il y a aussi un impact sur la capacité portante de la toiture. Alors c'est vrai, je vous avoue que nous, en tant que spécialistes de l'énergie, c'est pas des choses qu'on regarde assez naturellement, mais effectivement, associé à l'emprise au sol, il y a le poids qui va avec. Effectivement, on est complètement d'accord. Voilà. Sachant que généralement, le complément à cette solution qui est la chaudière, elle n'est pas dehors. Voilà, elle est plutôt dans un équipement qui va être en sous-sol ou un petit peu caché, j'allais dire, et qui, elle, ne présente pas les contraintes techniques de structure qu'on pourrait avoir quand on est en l'air. OK. Ensuite, il y a un comparatif sur ce qu'on appelle l'IC énergie, donc qui est un des grands indicateurs de la norme. Alors là, vous voyez par contre que la solution 100% électrique, elle est plus performante que la solution hybride, forcément, hein, puisque sur une solution complètement électrique, comme vous ne consommez que l'électricité, la formule technique qui a été choisie, même si elle a un léger parti pris de notre point de vue, elle dit qu'en fait, forcément, un équipement tout électrique est plus performant qu'un équipement qui mixe du gaz et de l'électricité. Voilà. Mais par contre, vous avez les seuils qui vous sont présentés à l'écran. En fait, la solution hybride, elle passe également le seuil de l'IC énergie. Voilà. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'IC construction. Alors, l'IC construction, il est un petit peu plus complexe parce que vous le voyez à l'écran, c'est un agrégat de tout un ensemble technique d'autres équipements. Alors, ce que l'on peut regarder juste sur l'indice construction, là, pour le coup, c'est que c'est l'inverse.
c'est que les solutions hybrides ont généralement un meilleur IC construction, même si ça apparaît pas là à l'écran, qu'une solution toute électrique. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'IC construction, c'est non pas la consommation de carbone que va avoir dans la durée un équipement, mais c'est la consommation de carbone qui aura été nécessaire pour la fabrication de ce même équipement. Et comme la pompe à chaleur, c'est un équipement plus compliqué, plus complexe, eh bien, en fait, il a fallu plus d'énergie pour le fabriquer qu'une simple chaudière. Voilà. Donc, c'est l'IC Construction, alors je vous dis ça de tête, de mémoire, c'est ce qui change sur la norme RE 2020 entre le seuil 25 et le seuil 28. C'est l'indice qui change par rapport entre ces deux normes-là. L'indice énergie, lui, ne bougeait pas. Voilà. Après, c'est d'autres éléments peut-être qui changent dans la norme, mais qui ne concernent pas l'environnement énergétique en tant que tel. Voilà, quelques éléments financiers. Donc, je vous le disais tout à l'heure, les pompes à chaleur sont des équipements plus sophistiqués. Bah, forcément, quand vous êtes dans un équipement qui est 100% pompe à chaleur, ça vous coûte plus cher qu'une chaufferie hybride. On le disait tout à l'heure, c'est des solutions qui prennent de la place. Donc, après, il y a des logiques potentiellement de place en toiture, de foncier, qu'il convient de regarder. Voilà. Et enfin, il y a le surcoût tel que vous allez le regarder avec un promoteur, ensuite rapporté au nombre de logements pour voir en fait ce que ça représente. Parce qu'on est bien conscient que dans un bâtiment, l'aspect énergétique n'est pas le seul aspect financier. Donc après, il faut relativiser, mais là, je pense que c'est vous qui avez plus comment dire, de compétences techniques pour l'apprécier au regard d'un business model d'un bâtiment dans sa complétude, quoi. D'accord, donc là, pour résumer, ça coûte moins cher de faire de l'hybride que de faire du 100% thermodynamique. Ça coûtera toujours moins cher de faire de l'hybride que du 100% thermodynamique pour deux raisons. La première, c'est que comme le 100% thermodynamique n'est pas une solution qui est optimisée en termes de rendement, ça veut dire que vous allez devoir vous doter d'une puissance Oui, c'est ça, c'est ce que vous disiez en supérieure avant, la puissance nécessaire. Et alors, un équipement, c'est simple, hein, plus il est puissant, plus il est cher. Voilà, je vous la fais courte. À l'inverse, la solution hybride, là, vous allez gagner sur les rendements, donc vous allez optimiser les puissances de tout le monde. Et en plus, comme vous êtes avec un mix d'une pompe à chaleur et de la chaudière, elle, sur sa partie, elle est moins coûteuse à puissance équivalente que la pompe à chaleur. Donc, ça veut dire que vous gagnez deux fois. Et dans tous les cas de figure, à la fin, vous aurez un écart en faveur de la solution hybride. OK. Ouais, quand même 620 euros par logement, c'est effectivement pas négligeable, quoi. C'est pas neutre. C'est pas neutre. Je vous remontre cette même illustration, cette fois-ci au travers d'une rénovation. Donc là, c'était une copropriété dans Paris. Donc je pense années 70, visuellement, oui, c'est ça, 77. Donc vous voyez, avec un toit terrasse. Même question, la copropriété se pose des questions sur la rénovation et la solution énergétique. Donc en clair, là-dedans, vous allez voir, en fait, elle se pose la question de est-ce que je rénove, au sens est-ce que j'isole mon bâtiment, et qu'est-ce que je mets comme système énergétique qui l'accompagne, et éventuellement comment je mixte les deux. Voilà. Donc, on revient à ce comparatif solution électrique, solution hybride. On retombe exactement dans la même réflexion que l'on avait tout à l'heure sur le bâtiment neuf. C'est-à-dire que, voilà, pour couvrir les besoins du bâtiment, je dois me doter avec une certaine puissance. D'un côté, j'ai une puissance optimisée, d'un côté, j'ai une autre puissance qui ne l'est pas. Et là, je me retrouve avec un premier raisonnement qui est, c'est quoi l'encombrement, la place que doit prendre en toiture? On n'a pas regardé le poids, mais voilà. On a regardé ces ensembles-là. Et là, on se rend compte déjà qu'on a un souci. Vous voyez, typiquement sur cette copropriété, on a 30 mètres carrés de disponibles, et si on est en tout élec, d'un seul coup, on a besoin de 40. Voilà. Donc ça passe plus. Donc déjà, le premier critère est tendu. Voilà. Donc on se retrouve déjà avec une difficulté de mise en œuvre naturelle qui est, vous avez vu, c'est très pratico-pratique, hein, c'est très pratique. Voilà. Ensuite, on regarde ce même encombrement une fois que la copropriété s'est isolée. Alors là, elle s'est isolée, donc forcément, elle a besoin de moins de puissance. Donc d'un seul coup, vous reprenez tous vos équipements à la baisse parce que la copropriété va avoir moins de besoin de chauffage. Et là, vous regardez et vous êtes finalement sur deux solutions qui permettent d'être logé en terrasse. Voilà. Donc là, les deux sont compatibles, même si l'une prend un petit peu plus de place que l'autre. Pas de souci. Ensuite, on regarde d'autres aspects dont on n'a pas parlé tout à l'heure sur le bâtiment neuf, parce que c'était une vue un petit peu d'un bâtiment, mais là, on est en rénovation. Donc là, vous êtes dans un environnement urbain, vous avez des voisins, et les pompes à chaleur,
petit défaut, si vous voulez, c'est que ça fait du bruit. Eh oui. Même si on améliore, et les fabricants améliorent graduellement ça fait du bruit. Voire même si j'étais un petit peu taquin, je dirais que rien qu'en les regardant, ça fait du bruit. Voilà. D'où le fait peut-être que quand on est un architecte, il y a peut-être des éléments à prendre en compte sur si j'en mets, où est-ce que je les mets. Voilà. Et est-ce que j'ai la place pour les mettre. Voilà. Donc là, il y avait une réflexion parce qu'on était dans un environnement urbain. Et donc, eh bien, en fait, plus vous êtes avec un équipement puissant, eh bien, plus il fait du bruit. Et donc, dans un cas de figure, il fallait mettre des dispositifs techniques relativement coûteux ou relativement simples pour justement limiter la nuisance sonore et rester dans les standards normatifs prévus en fait par le plan des bâtiments, le plan de la zone. D'accord. Donc dans un cas, il fallait mettre vous voyez, toute une gaine acoustique, une grille, quelque chose d'assez sophistiqué. Dans l'autre cas, une simple grille posée et relativement plus simpliste suffisait. Donc là encore, économie financière. Et économie financière ou surcoût qui va avec, effectivement. Mais néanmoins, l'étude acoustique reste nécessaire. Alors là, en l'occurrence, même, je crois me souvenir que dans cette configuration-là, il fallait aussi isoler le bâtiment parce que je crois qu'en non isolant, alors indépendamment du fait que déjà ça passait pas, mais en plus, dans les seuils de décibels autorisés, ça ne passait pas non plus. D'accord. Donc vous retrouviez également avec un surcoût lié à ça. Alors, j'en ai pas parlé là parce que c'est pas l'objet, mais je peux, si on a le temps, vous faire aussi un rendu sur le fait de la puissance électrique. Oui. On a souvent tendance à penser qu'en France, la notion de puissance électrique disponible, c'est pas un sujet. Ah oui, ça l'est pourtant. Et pourtant, ça l'est. Ah oui. Voilà, ça l'est. Et nous, on a eu le cas, c'était l'année dernière, l'année d'encore avant, enfin entre les deux, fin 23, début 24. Et c'est un cas en Île-de-France, hein, ce n'est pas un cas perdu au fin fond du désert, d'un bâtiment d'un promoteur qui avait fait une solution 100% électrique et qui s'est retrouvé avec l'injonction de devoir mettre un transformateur parce qu'il n'y avait pas la puissance disponible qui était là. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire mettre un transformateur? Ça voulait dire, pour l'architecte et pour le promoteur, revoir le programme parce que d'un seul coup, eh ben, il n'y avait pas l'emprise au sol avec le programme tel qu'il était fait pour mettre ce fameux transformateur. Les délais? Les délais, j'imagine, en plus, même si nous, on était en amont là-dessus. Mais donc, ça voulait dire revoir le programme, ça voulait dire limiter les mètres carrés disponibles et le nombre de logements associés, ça voulait dire du surcoût, parce qu'il y avait une partie du coût du transformateur qui devait être pris par le programme. Voilà. Et donc là, le promoteur s'était pas dit une seule seconde, en fait, la puissance électrique disponible, c'est un sujet, quoi. Donc nous, on est arrivé avec notre service technique pour accompagner et on a transféré ce programme justement vers une solution 100% électrique, vers une solution hybride. Et là, d'un seul coup, en fait, on a résolu l'ensemble des problèmes. Oui. Parce qu'en fait, comme on est arrivé avec un système qui d'un seul coup demandait moins de puissance, et bien d'un seul coup, il n'y avait plus la nécessité du transformateur et d'un seul coup, le promoteur récupérait son programme initial tel qu'il l'avait pensé. Très bien. Voilà. Donc ça vous illustre aussi ça. On n'est pas revenu là-dessus, cette présentation, on ne revient pas dessus. Mais c'est vrai qu'il faut aussi avoir cette notion de, quand je mets de l'énergie, qu'est-ce que j'ai de disponible à côté de moi? Tout à fait. Voilà. Et la puissance électrique, ce n'est pas forcément un sujet qui doit être pris avec une évidence. Voilà. Alors, ça Et paraît... même quand on est en rénovation, du coup, parce qu'en rénovation, on a un contrat et une capacité, une puissance électrique disponible qui peut aussi ne plus être suffisante si on met ce genre d'installation. Exactement, exactement. Dans le neuf ou dans la réa, le raisonnement est le même en fait. Exactement. Alors, on n'en parle pas souvent sur les aspects énergétiques, mais typiquement, c'est un sujet qu'on retrouve dans la rénovation, sur l'électrification des parkings, par exemple. Vous voyez? On se retrouve à se dire, OK, et comment j'alimente? Est-ce que je peux alimenter? Comment je le fais? Vers quel modèle? Etc., etc. Voilà. Donc, il y a un aspect qui n'est pas abordé dans cette présentation, mais c'est vrai qu'il y a l'aspect aussi de la puissance qui m'est fait penser là quand je vois les intitulés qui sont repris. Voilà. Et là encore, il y a un tableau comparatif de l'investissement que représente la solution X et la solution Y. Voilà. Alors là, on a élaboré ça dans deux cas de figure. Là, ce qui s'appelle le scénario 1, c'est-à-dire un scénario sans rénovation du bâti, où on comparait le coût de la partie énergétique qui était nécessaire. Donc, sans surprise,
sur toutes les raisons qu'on évoquait précédemment, bah, la solution hybride est moins chère que la solution électrique. Voilà. Sachant que là, en plus, il y avait un volet acoustique qui venait renforcer l'écart de prix dont on parlait tout à l'heure, parce qu'on était dans un environnement urbain avec des fortes proximités. Voilà. Et de mémoire, voilà, il y a le même comparatif qui est fait sur la solution numéro 2, c'est-à-dire que là, pour le coup, on a rénové le bâtiment. Donc là, vous voyez que les deux solutions, que ce soit le 100% électrique ou le hybride, bah, les deux coûtent moins cher, mais vous avez toujours cet aspect différentiel qui est résiduel qui est là. Voilà. Alors là, il est un petit peu amoindri. Il est amoindri là, oui. Parce que bah, les installations coûtent moins cher parce qu'il y a moins de puissance, et en plus, comme la problématique acoustique a été réduite, eh bien, l'écart lié à ce poste budgétaire-là a été aussi réduit d'autant. Ok. Voilà. Un comparatif aussi qui a été fait, parce que ça c'est un sujet souvent hein, aussi sur les rénovations quand on est en copropriété, ou en tout cas en rénovation en général, c'est l'étiquette énergétique de départ et l'étiquette énergétique à l'arrivée. Donc là, il y avait un comparatif qui regardait ce que donnait l'évolution de cette étiquette si on ne faisait pas de rénovation du bâti en étant en hybride ou en électrique. Donc là, il n'y avait pas de différence, puisque même si l'électrique, à un moment donné, a des meilleures performances là-dessus, ben, en fait, il faut que vous rentriez dans une tranche, en fait. Hein. Donc là, en l'occurrence, le point d'arrivée était les deux en tranche C. Voilà. Et par contre, si on faisait la rénovation du bâti, pour le coup, les deux solutions permettaient d'arriver à une tranche B sur l'étiquette DPE. Voilà. Avec, pareil, un rapport sur les coûts que cela pouvait représenter, rapporté au logement cette fois-ci, pour regarder un petit peu la différence. Voilà. Et a été fait aussi un taux de retour sur investissement pour regarder un petit peu ce que ça pouvait représenter dans le temps sur l'effort et sur la projection, qui est souvent un exercice assez important pour les copropriétés, de se dire bah, au bout de combien de temps je récupère en fait le rendement sur mon installation. En complément, a été fait aussi un coût qui a été regardé, donc là, non plus sur les travaux, mais sur le coût dans la durée. Voilà. Alors, sur le coût dans la durée, vous regardez les courbes, vous apercevez qu'elles sont quand même relativement proches. Après, c'est sûr que quand on commence à multiplier, par contre, après par le nombre d'années, que ce soit dans le scénario 1 ou le scénario 2, bah forcément, les écarts s'accumulent. Ce qu'il faut retenir, c'est que de toute façon, l'aspect de conception qui au départ concerne les rendements, qui va faire du gain sur la chaufferie, il va faire du gain ensuite à deux niveaux. Il va faire du gain sur le niveau de consommation que vous allez avoir. Du fait que vous allez avoir des équipements qui ont un meilleur rendement, forcément, le bâtiment va moins consommer. Donc, ça veut dire que si je regarde le comparatif des coûts dans la durée, le coût déjà énergie, il va être plus faible. Voilà. Ensuite, si vous regardez le coût, il y a un autre coût dans la durée qui se présente pour les bâtiments, c'est le coût de l'entretien-maintenance, de l'exploitation. En clair, vous allez avoir des sociétés qui vont venir entretenir votre installation. Ce qu'il faut retenir, on le disait tout à l'heure, les pompes à chaleur sont des équipements qui, étant plus sophistiqués, ils demandent des niveaux de qualification plus élevés. Voilà. Ce sont des gens qui sont des frigoristes, ce ne sont pas des, entre guillemets, un simple plombier chauffagiste. Je dis ça sans condescendance. Hein. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, vous allez faire venir du personnel qui est un peu plus qualifié et donc les coûts d'entretien de votre installation vont de fait être un petit peu plus élevés. Donc là, encore une fois, quand vous êtes dans une chaufferie 100% électrique, avec des équipements plus gros, etc., ça demande en fait un niveau de qualification un petit peu plus élevé. Donc cet écart que vous allez retrouver sur l'énergie, vous allez aussi le retrouver, que ce soit dans les deux solutions, sur le coût de l'énergie comme sur le coût de l'entretien. Sur le coût de l'entretien, oui. Alors, juste moi, une première réflexion qui me vient, les pompes à chaleur, c'est quand même assez récent. Les pompes à chaleur hybrides, encore plus. Là, on a un graphique sur 60 ans. Quelle est aujourd'hui la réalité sur la durée de vie d'une pompe à chaleur classique et hybride? On n'a pas tant de retours que ça d'expérience aujourd'hui. Alors, on va dire que la technologie des pompes à chaleur, même si maintenant elle déboule en force, un petit peu poussée de fait par l'environnement normatif, sont quand même des équipements qu'aujourd'hui, qui ont un certain retour et dont on expérience. Voilà, on sait ce que c'est, on sait comment ça marche. Les pompes à chaleur hybrides, il faut aussi vous dire que
Aujourd'hui, quand on dit hybride, c'est hybride, mais c'est d'un même fabricant. Vous ne prenez pas une pompe à chaleur d'un équipement tier X et une chaudière d'un équipement tier Y. Aujourd'hui, tous les grands fabricants, en fait, ils ont sur étagère des solutions hybrides. C'est devenu un des standards du marché parce que c'est devenu une des solutions standards du marché. Donc là-dessus, soyez assez rassurés. Après, sur la durée de vie, alors oui, une chaudière a une durée de vie supérieure à une pompe à chaleur. Une chaudière, on considère classiquement qu'on est plutôt sur 20-25 ans, alors qu'une pompe à chaleur, on va plutôt être sur des équipements qui vont être entre 15, 17, voire 20 ans. Donc il y en a un qui a une durée de vie un petit peu plus élevée que l'autre. Alors on est d'accord que quand on fait des projections sur 107 ans, il faudrait peut-être intégrer des éléments de renouvellement dans la durée, ce serait peut-être pas plus idiot. Mais voilà, ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que les deux types de solutions sont aujourd'hui des solutions qui ne sont pas exotiques. Ce sont des solutions qui sont éprouvées, qui sont rentrées dans les standards du marché, dans les standards de la norme, et tous les fabricants se sont dotés de ce type d'équipement. Ok. D'accord. Donc, je rebondis parce que vous avez parlé de 15 ans et je ne sais plus combien on avait indiqué de temps de retour sur investissement tout à l'heure. Oui, on était sur 15 à 17 ans, entre 12 et 17 ans en fonction des différentes solutions. Voilà. Ce qui était assez en ligne avec les durées minimales de durée de vie des équipements. D'accord. Mais après, au-delà de la durée de vie des équipements, de toute façon, quand vous êtes dans une logique de rénovation, en tout cas moi, c'est le retour que j'en vois en tant qu'aujourd'hui énergéticien ou que j'ai pu voir dans le passé d'exploitant, c'est que de toute façon, quand un immeuble, que ce soit en copropriété ou un bailleur social, rentre dans une logique de rénovation, c'est que de toute manière, il doit y rentrer. Oui, Indépendamment de la durée de vie de ces équipements, c'est ceux qui sont là déjà, ils sont au bout du bout. tout à fait. Donc il faut les changer. Ça veut dire qu'on va regarder certes la durée de vie des équipements, mais on va regarder aussi un retour sur investissement financier et on va regarder aussi un impact en fait sur la consommation carbone et sur l'étiquette énergétique. Voilà, donc c'est le mixte de tous ces différents paramètres qu'il va falloir être pris en compte en rénovation. Pour ensuite faire des choix. On est tout à fait d'accord. Mais pour le coup, moi, si je fais le copropriétaire classique en réunion en assemblée générale, vous me présentez ce tableau et vous me présentez le tableau avec un temps de retour sur investissement de 15 ans et qu'à côté, vous me dites la durée de vie, elle est de 15 ans, c'est peut-être pas la meilleure solution. Du coup. Il y a peut-être quelque chose à faire en rapport avec cette durée de vie. Des équipements. Oui, alors effectivement. Alors là, les scénarios qu'on a présentés là, ce sont par rapport à des bâtiments neufs, donc qui respectent des standards et qui fait que là, pour le coup, on est obligé d'entrer avec des systèmes qui intègrent même en partie des pompes à chaleur. Et le deuxième en rénovation, c'est parce qu'il y avait une copropriété qui se posait la question de regarder tous les leviers qu'elle pouvait utiliser pour améliorer son étiquette énergétique. Mais il est bien entendu qu'aujourd'hui, il y a encore plein de copropriétés en France qui font de la rénovation d'une chaufferie gaz pour rester en chaufferie gaz. C'est-à-dire ils sont avec des anciennes chaudières, ils passent sur des chaudières de nouvelle génération que l'on retrouve là dans la PAC hybride, c'est-à-dire des chaudières dites de très haute performance énergétique ou dites de la condensation. Donc ils ont déjà un gain financier, ils se projettent effectivement sur une durée plus longue et sur une chaufferie qui coûte moins cher. Mais ça peut être des éléments qu'on peut prendre en compte si à un moment donné on vit dans une espèce de passoire énergétique, si on a des étiquettes énergétiques qui sont vraiment très dégradées. Et nous-mêmes, on commence à voir certaines copropriétés qui commencent naturellement à s'équiper de ce type de système et qui pourtant ont bien intégré en fait qu'il y avait des notions de durée de vie et des paramètres qui étaient différents par rapport à leur ancienne solution. Voilà. J'ajouterais aussi qu'en Île-de-France, on a encore un certain parc important qui va vous paraître aux antipodes de sa présentation parce qu'en fait, il est encore au fioul. Oui. Voilà, on a encore environ, on l'estime, quelque chose comme 2800 bâtiments en Île-de-France qui sont encore au fioul. Et c'est un sujet très francilien d'ailleurs par rapport à la France. Voilà. Donc, c'est assez conséquent. Donc voilà, donc toute cette présentation, c'était justement pour vous mettre en lumière en fait ces nouvelles solutions techniques qui suivent naturellement excusez-moi, on a un petit écho, qui suivent naturellement l'évolution des environnements normatifs neufs dans le bâtiment, mais qui nous servent ensuite pour faire des propositions techniques et des innovations dans l'ancien. Voilà.
Ça nous a paru intéressant de le faire parce que, j'allais dire, dans l'ancien monde, quand on faisait que de la chaudière, j'ai la faiblesse de penser que pour un architecte, c'était peut-être quelque chose qui était moins impactant qu'aujourd'hui des systèmes où vous devez avoir des unités extérieures et de trouver des endroits pour les héberger, pour les cacher, pour savoir les dimensionner. Donc c'était aussi ça qui a fait l'objet et la genèse un petit peu de cette présentation. Et puis aussi, je suis venu également vous dire que, en tant que représentant de GRDF, GRDF n'est pas toujours connu sur tout l'aspect service qu'il amène par rapport à ça. Oui, Nous, alors ça c'est très important, effectivement, et je vous remercie d'en parler, Stéphane, parce que ça va être une des questions. C'est aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter, comment vous pouvez nous accompagner en tant que prescripteur GRDF à nous, architectes, adhérents de l'UNSFA, comment vous pouvez nous accompagner? Voilà. Alors, GRDF, c'est vrai qu'il est connu pour son métier le plus important, c'est lui qui entretient le réseau. Il n'est pas propriétaire du réseau, ce sont les communes qui sont propriétaires du réseau de gaz. Mais par contre, c'est nous qui sommes chargés de l'entretenir, de garantir son bon fonctionnement. Mais il s'avère que, en plus de ces missions-là, nous avons aussi une mission qui est d'accompagner tous les clients consommateurs pour les aider à baisser leur consommation. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'un point de vue très pratico-pratique, nous aujourd'hui, alors nous sommes plus en contact des promoteurs que des architectes, hein, par le biais naturel de nos demandes, mais on a des services techniques qui ne se substituent pas à des bureaux d'études, mais qui peuvent vous aider à dégrossir des sujets. Et ça, c'est un service gratuit, en fait, dans lequel nous accompagnons tous nos clients. Chaque région de GRDF, pour des raisons de proximité, et nous en Ile-de-France, nous sommes équipés d'un service avec des ingénieurs en efficacité énergétique et qui sont là pour pouvoir aider nos clients et les renseigner. On a bien sûr tous les services quand on nous consulte en fait pour nous raccorder au gaz. Qui fait que on répond aussi techniquement à des promoteurs pour rentrer dans des délais, dans des livraisons. Et il est clair que les promoteurs savent que les concessionnaires, hein, que ce soit GRDF ou Enedis pour la partie électricité, ce sont des points critiques. Parce que ce sont des points qui sont très importants quand vous avez une date de livraison et que vous avez les clients qui arrivent derrière. Voilà. Et enfin, on a une troisième mission, là, on regarde le gaz aujourd'hui pour en réduire sa consommation, mais nous avons une autre mission qui est plus long terme, c'est de transformer le gaz qui est aujourd'hui dans les tuyaux par du gaz vert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le gaz qui, à 95%, on va dire maintenant, le gaz qui est dans les tuyaux, c'est du gaz d'origine fossile. Mais nous travaillons de plus en plus à faire en sorte que le gaz qui soit injecté dans le réseau soit un gaz, entre guillemets, de carbone renouvelable, c'est-à-dire qui viennent des déchets que nous avons et dans lequel on réinjecte ensuite ce même gaz dans le réseau. Ce qui fait que notre objectif, c'est d'atteindre 20% de ce gaz vert dans le réseau à horizon 2030 et de le substituer totalement, d'atteindre les 100% à horizon 2050. Voilà. Et enfin, si vous avez des questions d'ordre technique, nous avons un centre d'expertise chez GRDF qui s'appelle CEGIBAT, Oui. Qui met à disposition, pour le coup c'est un acteur complètement public, hein, qui met à disposition tout un fonds documentaire et des fiches techniques qui peuvent vous aider si vous avez des questions d'ordre général pour un petit peu anticiper toutes les problématiques ou les questions techniques qu'il pourrait y avoir. Super, merci Stéphane pour toutes ces explications. Alors on va arrêter le partage du document parce qu'on a pas mal de questions. On a pris un petit peu de retard, même si c'est un peu de ma faute parce que je vous ai interrompu Stéphane plusieurs fois. Alors, on a plusieurs questions. Donc CEGIBAT, déjà, c'est accessible, hein, sur Internet. N'hésitez pas à y aller, c'est une grande source d'information. Alors, je vais essayer de prendre les questions indiquées. Donc, comment s'adapter à la fluctuation du coût du gaz? Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à cette question, Stéphane. Comment s'adapter à la fluctuation du coût du gaz? Petite info, les micros sont ouverts, hein, pour les personnes qui veulent prendre la parole. N'hésitez pas. Et Stéphane? Alors, je peux vous répondre sur la partie du coût de l'énergie, effectivement. Oui. Quand vous regardez aujourd'hui une facture de gaz, et c'est vrai également pour une facture d'électricité, hein, vous avez environ 20% des factures qui est représentée par les coûts de distribution, donc les coûts d'entretien du réseau. Vous avez environ un peu moins de 50% qui est représenté par le coût de la molécule ou de l'électron, et le reste, c'est des taxes. C'est des taxes. D'accord. Bienvenue. Bienvenue en France. Je ne ferai pas de commentaires. Voilà. Donc, effectivement,
les coûts de l'énergie sont effectivement de plus en plus, on est sorti de systèmes réglementés, régulés, pour être de plus en plus vers des achats de marché. Voilà. Donc, les achats de marché, ça demande souvent d'anticiper pour les occupants pour pouvoir acheter le gaz au meilleur moment. Voilà. Mais il faut savoir que le système que je vous ai présenté tout à l'heure sur une approche technique, qui est de dire, je mets une régulation qui passe de l'électricité au gaz sur la notion de rendement. Il faut savoir que si jamais on se retrouve dans des périodes, je ne sais pas, de forte fluctuation, c'est aussi un système que l'on peut paramétrer. Et on peut le paramétrer pour dire je vais utiliser plus ou moins telle énergie en fonction de comment j'ai bien acheté ou mal acheté mon Oui, énergie. tout à fait, d'accord. Donc en fait, la régulation, elle peut être technique, mais elle peut être aussi financière si on a des velléités de le faire. Ok, super. Alors, je crois qu'il y a Gérard qui veut prendre la parole. Oui, ben c'était pour vous demander comment vous pouviez installer des pompes à chaleur à l'intérieur. Vous parliez de parking. Et est-ce que ça baisse pas le rendement puisque la température, la variation de température du local fermé va se modifier? Alors, les pompes à chaleur ont plus vocation à être mis en extérieur qu'en intérieur. C'est pas impossible de les mettre en intérieur, mais ça demande d'être accompagné de systèmes de ventilation. Et Mhm. après, là, pour le coup, c'est une question technique sur laquelle j'atteins un petit peu mes limites. Je pense qu'il faut demander fabricant par fabricant, peut-être quelles sont les spécificités techniques qui sont nécessaires en fait à cette ventilation. Mais par nature, autant une chaufferie peut être en sous-sol dans un local clos, même s'il y a besoin d'une aération minimale. Autant les pompes à chaleur, c'est plutôt des équipements qui ont vocation à être hébergés à l'extérieur. À l'extérieur, oui. Voilà, c'est plus naturel dans leur mode de fonctionnement. C'est ça, Alors, mais j'ai vu que vous proposiez à un moment, vous mettiez, on pourrait le mettre dans un parking. Oui, c'était une étude qui avait été regardée en se disant, effectivement, si on le mettait à l'intérieur, ce serait quoi l'emprise et dans quelle mesure ça prend sur les places de parking. Mais c'est vrai que idéalement, la configuration naturelle, c'est plutôt de les mettre dehors. Ah oui, je suis d'accord, mais c'est aussi intéressant au niveau acoustique par rapport aux voisins. Ah oui, oui, là, on est d'accord. là, au niveau On est acoustique, d'accord. effectivement, Mais c'est par mieux. contre, n'oubliez pas que vous devez intégrer un système de ventilation. Hmm. Donc, soit c'est une ventilation naturelle, auquel cas ça ne fera pas de bruit. Mais s'il y a besoin de faire une ventilation forcée, ben là, pour le coup, vous aurez beau être en intérieur, vous allez régénérer en fait une source de bruit. Mm. Ok, merci. Compris. Merci Gérard pour ta question et Stéphane pour votre réponse. Du coup, il y a une question de Carole aussi. Quelle est votre pertinence face à un bureau d'études? Mais du coup, vous êtes en accompagnement finalement. C'est d'abord pour dégrossir quand on est en phase Alors, de nous, préconception. on a deux approches par rapport au bureau d'études, si vous voulez. D'abord, on a une approche d'anticipation, Mhm. c'est-à-dire que nous, on revendique en fait d'avoir une certaine expertise technique et une neutralité qui est portée par notre expertise dans le neuf. Donc, ça veut dire que nos ingénieurs et CGBAT font beaucoup d'informations des bureaux d'études avec lesquels vous travaillez en amont pour leur dire voilà quel est l'état de l'art, voilà comment évoluent les équipements, voilà quelle est la veille technique et réglementaire telle qu'elle évolue. Ok. Et ensuite, effectivement, quand on rentre dans le cadre d'opération, là, on ne se substitue pas à un bureau d'études, il faut être très clair. On peut faire ce qu'on appelle des pré-études, c'est-à-dire on va vraiment dégrossir le sujet de façon macroscopique pour donner peut-être les grands ensembles, les possibilités ou impossibilités qu'il peut y avoir. Mais ensuite, on laissera les bureaux d'études de plein exercice faire un travail. Ok, super. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole pour poser une question? Donc, Tarek, je veux bien que tu affiches effectivement la prochaine slide. Donc, juste avant de passer au prochain webinaire, Stéphane, merci beaucoup. On vous contacte sur l'adresse mail qui est indiquée, que vous voyez tous affichée. Je suis sûre que Stéphane sera hyper réactif à vos demandes. Je ferai de mon mieux. Moi, j'ai plein de questions qui me sont venues à l'esprit, mais malheureusement, 45 minutes, c'est court. On n'aura pas le temps de les évoquer. Du coup, je me permettrai de vous passer un petit coup de fil. On va vous partager à tous, tous les participants, la présentation PowerPoint. Et on vous donne rendez-vous pour notre prochain webinaire le 26 novembre. On va parler
rénovation, construction et rénovation durable avec les systèmes d'isolation biosourcés de Soprema avec Stefano Milfiorini. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Stéphane, merci beaucoup pour vos Merci. éclaircissements, vos Merci à vous. explications. Et je vous souhaite une très, très belle soirée. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.